Je m'appelle Pascal Moussy, j'étais directeur des études à l'Institut Prudis CGT, qui formait les conseillers prud'hommes de la CGT, et je suis convoqué le 22 novembre prochain à 13h30 à la Cour d'appel de Paris pour une énième audience dans le cadre de la longue procédure qui m'oppose depuis plus de 10 ans à l'association Prudis CGT. Alors, pourquoi, dans un premier temps, une interrogation peut surgir, pourquoi plus de 10 ans un procès qui dure plus de 10 ans après le licenciement. Parce qu'effectivement, c'est un licenciement qui est à l'origine de ce contentieux de nature prud'homale qui m'oppose à mon ancien employeur, organisme de formation des conseillers prud'hommes. Je vais aller très vite sur l'historique procédural qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui pour avoir quelques repères, c'est tout. J'ai été licencié le 31 mai 2005. J'ai saisi le juge des référés prud'homales qui m'a donné raison et a ordonné ma réintégration, la poursuite de mon contrat de travail, si on va être plus précis, en juillet 2005. Un appel a été formé par l'employeur. La Cour d'appel a tenu son audience au mois de novembre. Elle a, à ce moment-là, ordonné une médiation sous la présidence de Philippe Vaquet, ancien conseiller à la Chambre sociale de la Cour de cassation. Cette médiation n'a pas réussi. La Cour d'appel a rendu un arrêt infirmant la décision prud'homale qui m'avait réintégré et me déboutant de mes demandes. Il y a eu un problème de faux commis par la Cour d'appel qui fait qu'on a demandé au procureur de la Cour de cassation d'engager une procédure d'inscription en faux. Alors il y a eu des péripéties, il y a eu l'inscription qui a été reconnue, une Cour d'appel qui a été saisie, qui a reconnu le faux, l'employeur a saisi la Cour de cassation, qui a finalement rejeté le pourvoi, et je suis revenu devant la Cour d'appel en référé, qui, là, m'a donné tort et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à me réintégrer. J'ai ensuite saisi, toujours dans le cadre du référé, la Cour de cassation, et la Cour de cassation, dans sa grande sagesse, a rendu un arrêt de non-admission, c'est-à-dire sans motiver, expliquer que le pourvoi n'avait pas de raison d'être. J'ai donc ensuite saisi le juge prud'homal, comme on dit, au principal, la procédure normale. Il y a eu une conciliation qui n'a pas marché. Il y a eu un jugement, une première audience, avec une décision de partage de voix. Il y a eu ensuite une décision rendue par le juge départiteur, qui m'a donné tort. Et j'ai saisi la Cour d'appel de Paris. Une audience était programmée au mois de novembre de l'année dernière, novembre 2015. Simplement, un seul magistrat tenait l'audience. Et l'avocat de la partie adverse, comme c'était son droit le plus légitime, a demandé à ce que l'affaire soit entendue collégialement par 3 conseillers, par 3 juges. On a dit que l'affaire renvoyait à une date pas trop longue. Effectivement, vu les délais actuels, c'est pas trop long. L'affaire a été renvoyée plus d'1 an après pour le 22 novembre 2016, le 22 novembre prochain. C'est ce qui explique un petit peu les péripéties au niveau du temps. Alors, maintenant, quel était l'objet du litige? J'ai été licencié, et la lettre de licenciement, eh bien, elle contient des motifs de licenciement. Et il m'a été reproché deux griefs principaux, un refus de travail collectif, et ensuite d'avoir tenu des propos injurieux, méprisants, envers les responsables de Prudis CGT et des dirigeants confédéraux. Je n'ai pas accepté le bien fondé de ces motifs qui sont la de licenciement, puisque de mon côté, je considérais que le véritable motif du licenciement résidait dans le fait d'avoir fait circuler une pétition parce que une nouvelle direction était arrivée à Prudis en 2005 et avait eu
des propos, des termes tout à fait dénigrants, tout à fait condamnables vis-à-vis de la direction précédente. Et pour justement saluer le travail de l'équipe partante, je voulais marquer, là, avec d'autres formateurs, des approbations sur ces méthodes. Et cette pétition ayant effectivement circulé, ayant obtenu 24 signatures de directeurs de stage, ensuite a commencé un processus de dégradation des conditions de travail, de détérioration des relations avec l'employeur, comme une entreprise classique en quelque sorte. Et j'étais amené, à un moment donné, sentant une accentuation de cette détérioration des relations avec l'employeur, à faire grève. J'y reviendrai. Et ce licenciement a été la réponse apportée par l'employeur à cette grève, donc à cette pétition et à cette grève. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails techniques, mais peut-être, dans le temps qui vient, d'expliquer juridiquement, en quelques mots, en quoi ma démarche de faire reconnaître le caractère infondé du licenciement, le caractère discriminatoire est fondé. Bon, dans les de licenciement, il y a des motifs qui sont inscrits. Bien sûr, il n'est pas écrit qu'on me licencie parce que j'ai fait circuler une pétition, parce que j'ai fait grève. Les deux griefs, je les ai rappelés tout à l'heure, ils sont apparemment étrangers à ces deux événements. Alors, il s'agit, comme dans tout contentieux de la discrimination, de montrer que ces motifs ne sont que des prétextes. Alors, sur le reproche tiré d'un manque de travail collectif, dans le dossier que j'ai constitué pour les juges, on voit qu'il ne tient pas à la route. Notamment, il y a un courrier, un document qui salue mon travail collectif, notamment au moment des périodes de dégradation des relations avec l'employeur. Donc, ce n'est pas, disons, le grief qui est le plus difficile à démonter. Ensuite, celui tiré de propos injurieux avec vis-à-vis des dirigeants de Prudis ou vis-à-vis des dirigeants confédéraux. Alors, il faut savoir que le corps du délit, c'est un courrier que j'ai écrit le 5 avril 2005, un courrier de 11 pages. Mais ce courrier n'est pas 11 pages d'injures. Il y a quelques mots qui sont un petit peu vifs dans ce courrier. Et autrement, ce courrier est un petit peu un état des lieux de différence d'approche, d'évolution de la formation des conseillers de la CGT. Nous y reviendrons tout à l'heure pour expliquer pourquoi il y a une réaction collective face à ce licenciement. Et dans tout le contenu de la discrimination, il y a l'importance de l'approche chronologique. Et les quelques mots un peu vifs qu'il y a dans ce courrier ne sont en fait qu'un prétexte et ne sont pas la cause du licenciement. Alors comment, chronologiquement, cette démonstration peut être faite? C'est que ce courrier est un courrier du 5 avril. Il a été remis ce même jour par un membre de l'administration de Prudis aux autres membres de l'administration. Le 8 avril, eh bien, les dirigeants de Prudis font état de ce courrier à Yvan Russo de la CGT et disent qu'ils décident de ne pas y répondre. Ils ne disent pas il y a des propos condamnables, des propos inadmissibles, ils ne engagent une procédure contre la personne qui a écrit ces propos. Pour l'essentiel, nous décidons de ne pas y répondre et on m'invite à continuer mon travail. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Eh bien, entre-temps, il y a le 22 avril une grève que j'observe
pour défendre mes conditions de travail, ou plutôt pour dénoncer la dégradation de mes conditions de travail. La convocation en entretien préalable de licenciement suit cette grève, et lorsque l'entretien préalable a lieu, on fait état, en entretien préalable, des raisons qui conduisent à la procédure de licenciement. Et nous avons, c'est assez, important et inédit dans ce dossier, nous avons un document qui est assez inestimable. C'est un compte-rendu d'entretien préalable, non pas fait par le conseiller du salarié ou le délégué qui accompagne le salarié de licenciement, puisqu'il y a bien sûr un conseiller du salarié qui a fait un rapport d'entretien, mais c'est un compte-rendu fait par le président de la section Prudis qui dirigeait l'entretien. Et ça c'est une pièce assez inestimable que beaucoup de juges prud'hommes, de cour d'appel aimeraient avoir lorsqu'ils sont amenés à écouter des affaires. C'est l'employeur qui en détail explique comment se passe l'entretien. Alors, pourquoi ce document? Bon, on va dire qu'on est dans une structure, disons, dirigeante de la CGT, avec des fonctionnaires syndicaux méticuleux, et qui notent mot pour mot tout ce qui se dit, comme faire un petit rapport très précis, très circonstancié. D'ailleurs, très honnêtement fait, très consciencieux. Et dans ce courrier, dans ce compte-rendu d'entretien, il est expliqué, noir sur blanc, que le fait générateur du licenciement, ce qui est à l'origine de la procédure, c'est ce courrier du 5 avril. Ce courrier du 5 avril, auquel il avait été dit qu'on ne répondrait pas. Et justement, les quelques mots un peu vifs qu'il y a dans ce courrier deviennent source de problèmes après la grève. C'est en fait la grève qui a amené à ressortir ce courrier pour dire qu'il fallait procéder à une mesure de licenciement. Bon. Alors, sur le plan chronologique, c'est assez simple. Maintenant, vu la particularité donc, de cette affaire, à part les premiers juges, le juge des référés prud'homaux, les autres, ils n'ont pas eu leur attention attirée par cette chronologie. Parce que, c'est aussi un autre aspect, il a été dit, oui mais on n'a pas cherché à le licencier, on a cherché justement à éviter le licenciement en faisant signer par Pascal ce qu'on appelle une déclaration de loyauté. Déclaration de loyauté. C'est-à-dire qu'on me demande de faire un courrier disant que je vais maintenant loyalement exécuter ma mission pour le compte de Prudis. Je fais un premier courrier, mais après on me dit qu'il n'est pas assez explicite. Et on me dit non, mais ce n'est pas la déclaration que l'on veut qu'il soit clairement affirmé qu'il va être loyal avec son employeur, avec Prudis CGT. En fait, là aussi, particularité peut-être de ce dossier, comme on dirait, de la maison, peut-être quelques personnes ayant des réminiscences de lecture qui ont nourri leur jeunesse, et on pense quand même à l'aveu. On pense à l'aveu où justement on explique que, eh bien, il faut reconnaître sa culpabilité, et tant qu'on ne l'a pas reconnu, effectivement, il y aura problème. Donc, un petit goût, disons, de remède stalinien. Voilà. Surtout que j'ai demandé à plusieurs reprises à être entendu par le conseil d'administration de Prudis, et mon syndicat, nous y reviendrons, à mes côtés, a relayé ma demande. Mais le principe du licenciement était acquis. De toute façon, j'ai été licencié en refusant le fait que je sois auditionné pour convaincre de mes arguments le conseil d'administration de Prudis. Alors, ça, sur le plan juridique, sur le plan chronologique,
je pense qu'il est assez manifeste que c'est cette grève qui a été à l'origine du licenciement. Alors, sur la grève, puisque c'est un sujet paradoxal, il faut signaler une particularité. J'étais le seul salarié de l'Institut Prudis. Et quand on est en principe, il y a toute une jurisprudence qui explique que pour faire grève, il faut un arrêt concerté du travail, sauf dans les entreprises où le salarié est tout seul. Bon, comme j'étais tout seul, je n'ai pas eu de mal à écrire dans un tract que la grève serait suivie à 100%. Et je ne me suis pas trompé, effectivement, le taux de probabilité a été atteint. Mais simplement, il y avait, lors de cette grève, les stagiaires qui ont fait une motion de soutien. Il y avait à la Bourse du Travail, où une réunion a eu lieu dans le cadre de cette demi-journée de grève, il y a eu une assemblée avec entre 90 et 100 personnes. 90 et 100 personnes qui venaient justement soutenir mon action contre la dégradation des conditions de travail et qui manifestaient une inquiétude sur l'évolution de la formation des conseillers prud'hommes de la CGT. Alors, et c'est ça que le licenciement a voulu stopper. Pas de réaction collective face à une orientation différente de la formation des conseillers prud'hommes CGT. Et dans le courrier justement du 5 avril, j'ai expliqué un peu la démarche qui m'avait animé depuis 1990, où j'étais amené à participer à cette formation et à avoir, et notamment en 1997, une activité du directeur des études. Quelle était l'ambition? L'ambition de travail de formation avec l'équipe qui était avec moi était la suivante, c'était de former des conseillers prud'hommes, non pas en dispensant des enseignements sur des rudiments d'information de la procédure prud'homale, mais capables d'argumenter, de raisonner dans le cadre de ce qu'on appelle le départage, c'est-à-dire les patrons et les salariés en tant que conseillers ne sont pas mis d'accord, et l'audience est présidée par un juge professionnel. C'était un juge d'instance, maintenant c'est un juge du tribunal de grande instance. Et de dire, nous, conseillers prud'hommes de la CGT, nous avons des arguments pour montrer que la solution apportée au procès, c'est celle-ci, et de discuter d'égal à égal avec le juge professionnel. Donc, avec une conviction, avec un parti pris, un engagement en faveur du salarié, dans le cadre d'un raisonnement juridique, en pouvant tenir des argumentations, même proposer éventuellement de rédiger la décision par consenté capable de le faire. C'est évident que c'est un peu, disons, la différence qu'il y a entre le BEPC et la licence ou la maîtrise. Mais nous considérions que l'Institut de formation de conseillers prud'hommes de la CGT devait être capable d'avoir une université pour former en toute autonomie des juges salariés militants capables de rivaliser dans le raisonnement juridique avec des juges professionnels. Et l'évolution de la formation, qui a été amorcée au changement de direction, prenait un sens inverse. Une formation de masse pour apporter des rudiments, ce qui n'est pas du tout inutile, mais qui faisait disparaître l'aspect, disons, un peu plus supérieur, la recherche d'un niveau supérieur pour voir des juges, des salariés capables d'affronter sur le terrain juridique des juges professionnels. Et je crois que l'inquiétude qui s'est manifestée, parce que dans ce dossier, ce qui est important, c'est qu'il y a 114 pièces. 114 pièces, et il y a dans ces 114 pièces, 36 documents qui sont des réactions de protestation collective contre le licenciement, soit des pétitions, des courriers, des communiqués, des déclarations. Et jusqu'à présent, à part les premiers juges, aucun juge n'a été sensible à l'aspect collectif de ce dossier,
aucun juge n'a évoqué ces pétitions, ces communiqués de soutien. Et qui traduisaient quoi? Ils traduisaient une inquiétude en disant on va tirer la formation vers le bas, on va perdre de la qualité. Et ça, nous le refusons. Ce n'est pas Pascal le refuse tout seul, nous le refusons. Les formateurs qui l'ont soutenu, qui ont fait des pétitions, et ceux qui l'ont accompagné. Lors de sa grève, il y avait quand même, lors de la grève, il y avait 90 et 100 personnes, et à l'entretien préalable de licenciement, où il y avait 114 personnes qui étaient présentes pour soutenir donc l'éventuel licencié. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous expliquait en face, pas du tout, au contraire, la formation, on va la diversifier, il y avait un petit clan, Pascal, ses copains qui tenaient la formation des conseillers prud'hommes, mais nous, on est pour la diversité, on est pour une formation riche. Finalement, il faut laisser le temps au temps. Un jour, en circulant dans les rayons de la FNAC, je tombe sur un livre. Je tombe sur un livre qui est fait par des sociologues, qui a pour titre « La fabrique du sens syndical ». Bon, un livre sur la formation syndicale. Je suis intéressé, je l'achète, et en le feuilletant, je tombe sur un chapitre « La réforme de la formation prud'homale à la CGT », qui parle de la formation prud'homale à la CGT à partir de 2005. Ça m'intéresse puisque ça correspond au licenciement. Alors, il est dit publiquement dans l'ouvrage, en 2005, il y a eu un changement d'équipe. Bon, on va expliquer par quelle forme, par quel procédé le changement s'est opéré. On ne parle pas explicitement du licenciement. Et les chercheurs ont interviewé la nouvelle équipe dirigeante de Prudis. Et là, on voit l'explication. Et on nous dit, eh bien, il s'agissait de mettre fin à la prééminence du juridique sur le syndical. Il fallait mettre fin à une formation trop élitiste. Il fallait mettre fin à une formation qui pouvait passer par une dévalorisation des savoirs purement juridiques, parce que ces savoirs purement juridiques pouvaient déstabiliser les militants. Donc en fait, on voulait faire une formation de conseiller prud'homme avec moins de travail de formation juridique. Je me rappelle une anecdote, nous avions réalisé des brochures pédagogiques où il y avait des textes de loi, des articles, des décisions, et un responsable de ma formation syndicale de la CGT avait feuilleté ces brochures et avait dit « Oh, il y a trop d'informations ». Donc on voit un peu qu'avec cette nouvelle formation, former des juges prud'hommes, des militants capables d'argumenter, de raisonner face à des juges départiteurs, des juges professionnels, eh bien ça paraît beaucoup plus compliqué. C'est aussi pour ça que la pratique s'est répandue pour des juges départiteurs qui décident tout seuls, sans prendre compte de l'avis des conseillers prud'hommes qui sont présents. Et ça, c'est la négation du conseil des prud'hommes, c'est la négation d'une formation de syndicale de conseillers prud'hommes. Et je crois que les réactions collectives qui se sont manifestées, eh bien, elles étaient là pour indiquer que cette évolution ne leur convenait pas. La CGT, il fallait qu'elle continue à avoir cette approche, justement, d'une université ouvrière permettant à justement des militants d'avoir cette capacité de discuter, raisonner avec des personnes passées par les facs de droit. Et c'est ça qui aujourd'hui, je pense, est remis en cause par la nouvelle formation dans le cadre d'un licenciement. Alors, si on avait dit dans l'aide de licenciement, on te licencie, parce qu'on a des divergences sur l'évolution de la formation des conseillers prud'hommes, c'était un autre débat, et on en discutait. Mais ce n'est pas les motifs qui ont été écrits dans le licenciement, et encore une fois, c'est bien la pétition, l'expression collective de protestation et la grève qui ont été à l'origine du licenciement. Alors, si ce dossier paraissait évident, pourquoi je me retrouve appelant? Pourquoi ce n'est pas Prudis qui a perdu
devant les premiers juges. Je crois que beaucoup de juges de chambre sociale sont désorientés par ce dossier, puisque, me donner raison, ça veut dire qu'un organisme de la CGT qui forme des juges à licencier pour fait de grève ou parce que des gens ont exprimé leur expression sur le plan collectif, ce qui paraît tout à fait paradoxal, et certains peuvent penser que ça peut affaiblir la CGT. Ben, absolument pas. Je pense que le meilleur garant, c'est le respect des principes. Donc, à partir de là, il y avait quand même, l'année dernière, au mois de novembre 2015, une trentaine de personnes dans la salle à mes côtés, 10 ans après le licenciement. Et tous ceux qui leur envoyaient des messages de sympathie. Et le fait de connaître cette procédure, c'est de dire plusieurs choses. D'abord au juge, bon, d'une part, l'important c'est pas de savoir si on va me réintégrer effectivement ou pas, c'est de savoir si j'ai le droit d'être réintégré parce que mon licenciement est un licenciement discriminatoire. Ensuite, c'est manifester le refus d'une dégradation de la formation des conseillers prud'hommes. Le fait qu'on fait faire de la formation des conseillers prud'hommes une sorte de formation syndicale un petit peu au rabais ou aux ordres. Parce qu'il faut quand même dire que dans les documents qu'il y a eu en 2005, on a vu des documents présentant une nouvelle formation. On disait un collectif d'impulsion de la formation des conseillers prud'hommes, où le responsable de Prudis donnerait l'impulsion quotidienne. On serait plutôt au régiment, plus que dans un institut de formation de juge. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un magistrat, surtout que nous, notre préoccupation, c'est de montrer qu'on peut être à la fois engagé et magistrat rigoureux. Engagé, c'est-à-dire ayant un regard sur le monde du travail, avec une capacité d'engagement, de raisonnement, de construire des idées, et pas simplement d'appliquer bêtement des consignes venues de je ne sais où. Alors, il y a un texte que je trouve très beau, qui donne un petit peu le sens de la poursuite de ce combat plusieurs années après, disons plus de 10 ans après. C'est un texte écrit par Jean Paulhan en 1944, qui n'est pas très long, et je me permets effectivement une sorte de poème de le dire. Et je sais qu'il y en a qui disent ils sont morts pour peu de choses. Un simple renseignement, pas toujours très précis, ne valait pas ça. Ni un tract, ni même un journal clandestin, parfois assez mal composé. À cela, il faut répondre, c'est qu'ils étaient du côté de la vie. C'est qu'ils aimaient des choses aussi insignifiantes qu'une chanson, un claquement de doigts, un sourire. Tu peux desserrer dans ta main une abeille jusqu'à ce qu'elle étouffe. Elle ne mourra pas sans t'avoir piqué. C'est peu de choses, dis-tu. Oui, c'est peu de choses. Mais si elle ne te piquait pas, il n'y aurait plus d'abeilles. Alors, il ne s'agit pas de venir le 22 novembre prochain manifester un soutien symbolique à une abeille, mais l'abeille qui est porteuse d'un principe. Nous avons des principes, plusieurs principes. À la CGT, ou un organisme de la CGT, on ne peut pas accepter un licenciement pour fait de grève. On ne peut pas accepter un licenciement portant atteinte à la libre expression du salarié et des gens qui le soutiennent. On ne peut pas accepter de faire que des conseillers prud'hommes soient compris comme des petits soldats. Il ne s'agit pas simplement de soutenir une abeille butineuse ou malicieuse. Il va y avoir une prochaine audience le mardi 22 novembre 2016 à 13h30 à la Cour d'appel de Paris, chambre sociale. Donc ce 22 novembre prochain, il est important pour toutes celles et ceux qui sont attachés au refus d'un licenciement pour fait de grève à la CGT, ou des organismes qui dépendent de la CGT et qui notamment forment des conseillers prud'hommes. Pour celles et ceux qui refusent qu'on licencie parce qu'on use du droit d'expression,
notamment collectif. Et rappelons le sens pour le maintien d'une formation de qualité, pour avoir des juges militants autonomes dans la façon d'élaborer un raisonnement et de confronter des idées face à des juges professionnels qui sont attachés à ces principes. Eh bien, il est important de venir le 22 novembre prochain. Les juges apporteront la réponse qu'ils apporteront, mais peut-être que nous ferons passer tous ensemble ce souffle, il y aura ce déclic, il y aura ce partage de valeurs communes qui fera que ce moment sera un moment important et digne d'être vécu. On lâche rien, on lâche rien, on lâche